Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 1, partie 14. 28 novembre. Sans doute vais-je aggraver mon cas. Vous écrire ne peut que me rendre à vos yeux un peu plus ridicule, assommant et pathétique. Pourtant, c'est me taire qui me semble à moi ridicule et pathétique et insupportable. Je vous concède l'assommant. Alors, ne prenez pas mal cette intempestive manifestation épistolaire. De toute manière, vous n'êtes pas forcé de lire, et je peux même vous imaginer jeter cette lettre sans l'ouvrir. Tant pis, puisque je n'attends aucune réponse de votre part. Je ne vous écris pas dans l'espoir de quoi que ce soit. Vous m'avez assez fait comprendre que je n'avais rien à attendre ni à espérer pour que je ne cherche pas à revenir là-dessus. Soyez donc sans crainte, si jamais vous en avez. Cette lettre n'appelle aucune réponse, et votre silence sera d'ailleurs préférable. Au moins m'épargnera-t-il toute ironie qui pourrait trop aisément vous venir et me blesser, et cela me va très bien au moment de prendre congé à ma manière. Car cette lettre, je vous l'écris pour fermer un cercle ouvert ce fameux soir où vous êtes entré dans mon bureau comme on saute à pieds joints dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez avoir oublié notre première rencontre. Vous ne pouvez pas tout renier. Vous savez le cercle qui, ce fameux soir, vieil océan, s'est ouvert en moi comme un gouffre, et vous savez que ce cercle n'a cessé depuis lors de se rétrécir, jusqu'à devenir un nœud coulant passé autour de tout. Je me retrouve aujourd'hui avec, sur les bras, un sentiment pour vous devenu inutile et dévastateur, quand vous n'en voulez pas, et que je ne veux pas m'en libérer, et encore moins vous sachant chaque jour à quelques mètres de moi, malgré le soin que je prends désormais à vous éviter. C'est chaque fois un choc dans la poitrine lorsque je vous aperçois, et cela ne facilite pas les choses, c'est le moins que je puisse dire. Quelle absurde et perverse situation tout de même. Heureusement que votre stage prendra fin bientôt. Heureusement pour moi, et je le suppose pour vous aussi. Car le sentiment que j'ai pour vous n'en finit pas d'accaparer mes pensées, de danser dans mes veines, sucer mes nerfs et mon sang, pourrir mon sommeil et me consterner moi-même de sa stupide candeur. Pour tout dire, il me démolit, au point que j'accepte de vous ce que je ne tolérerai de personne. Je me vois faire des choses qui non seulement ne me ressemblent pas, mais vont à l'encontre de tous mes principes, me brisent en deux. Que m'avez-vous fait ? Je l'ignore. Je sais seulement que vous ne m'avez jamais vu dans mon état normal, et c'est à la fois heureux, c'est la preuve de quelque chose, et très injuste. Je vaux mieux que le pitoyable spectacle que je vous ai offert, entre peur, empressement et maladresse, alors qu'il aurait évidemment fallu que je sois tout le contraire, j'en ai bien conscience. Je le sais mieux que vous. Mais que voulez-vous ? Vous m'avez rendu vulnérable, atrocement vulnérable, comme jamais je n'imaginais pouvoir l'être. Jamais ne le fus à ce point avant vous. Nous sommes si peu accoutumés à aimer que lorsque cela nous arrive, nous devenons ridicules. Nous sommes terrorisés. Nous perdons l'équilibre. Nous tombons malades. Comme un bâton se casse lorsqu'on le plonge dans l'eau, nous nous cassons lorsque nous plongeons dans l'amour. Et, comme des enfants qui viennent de naître, voici qu'il nous faut tout réapprendre, à marcher, à parler. Réinventer chaque geste sans savoir comment. Nous ne savons pas être nus, et, sous le regard de l'autre, nous nous sentons effroyablement démunis, soumis à son jugement, alors que lui-même est dans le même cas, ou ne l'est pas. Et c'est le pire alors. Cela ne peut plus durer. Pardonnez-moi, mais il faut me sauver moi-même, et voir ailleurs si j'y suis, voir ailleurs si d'autres y sont. Il me faut en finir avec cet amour devenu un pathétique, comme tout cela est affreusement catho.
Je veux sortir de cette effroyable impasse qui était au départ une clairière ensoleillée, avant que, par la force des choses, appelons ça la force des choses, vous n'éteigniez toute lumière, toute perspective. À quel prix? Vous seul le savez finalement. Et c'est peut-être même votre gloire, oui. Je vous imagine très bien vous féliciter d'avoir su si bien me résister alors que, de mon point de vue, vous n'avez fait que vous refuser à vous-même. Et finalement, vous n'avez fait que refuser de vivre. Car vous le savez, du premier jour où nous nous sommes rencontrés, quelque chose en moi a bondi et quelque chose en vous a bondi. Je ne fus pas seul dans cette histoire. Entre nous, quelque chose s'est enflammé. Un feu grégeois. Je ne sais pas comment dire. Une espèce de sourire embellissant tout. Comme on n'en connaît pas tant que cela dans toute une existence. Et, pour ce qui me concerne, qui m'a rendu incroyablement heureux. Tellement joyeux. Plus vivant que je ne l'avais jamais été. J'étais tellement fier de vous avoir rencontré. Ce pourquoi je ne vous reproche rien à aucun moment, j'espère que vous le savez. Mais il semble que nous ne faisons jamais qu'embarquer pour Cythère, et seulement embarquer. Dès le départ, j'ai été celui qui venait vers vous, tandis que de votre côté, vous étiez celle qui disait tout le temps non, mais sans jamais me décourager de revenir à la charge. Et, malgré nous, cette situation a fini par nous figer dans des rôles dont nous ne pouvons plus nous dépêtrer. Toujours j'irai vers vous, et toujours vous direz non. Et pour moi, continuer de tenir ce rôle et creuser ma tombe. C'est devenu lassant, trop prévisible, beaucoup trop douloureux. Le contraire de ce que cela devrait être. Sans compter que vous avez toujours été dans le déni de ce qui nous arrivait à tous les deux. Oh, vos dénégations! Comment faites-vous pour refuser à ce point ce qui crève les yeux, refuser de voir le réel, d'admettre vos propres sentiments, d'obéir à vos contre-instincts, ou plutôt obéir à vos contre-instincts? J'aimerais comprendre, si encore vous étiez française, vous n'avez pas menti. Vous êtes effectivement capable de refuser le sexe, effectivement capable de renoncer à l'amour. Que vous reste-t-il? En tout cas, je ne suis pas un hochet que vous pouvez agiter en toute impunité. Je ne suis pas aussi maso que vous semblez le croire. Je ne viendrai pas grossir le nombre des cafards agonisants sur le pas de votre porte. Je ne dis pas que ce ne fut qu'un jeu pour vous. Je ne le pense pas. Vous êtes beaucoup moins cruel que vous vous plaisez à le croire. Pour vous aussi, quelque chose a eu lieu. Quelque chose qui fut sincère et intense. Je le sais. Vous le savez. Nous le savons tous les deux. Mais nous n'en sommes plus là. Je savais ce qu'il y avait d'impossible entre nous depuis le début. J'étais prévenu. Vous ne me l'avez jamais caché. Vous avez tout fait pour me décourager, sans pouvoir rompre cependant, parce qu'une force vous en empêchait. Un élan malgré tout vers moi. Mais pas suffisant au bout du compte. Tant pis. Quel mauvais timing au bout du compte. Quels obstacles pas croyables quand j'y songe. Mais basta. La force de votre non a eu raison de la durée de mon oui. Et je le comprends trop bien. Vous n'avez plus à me faire de dessein. Jamais vous ne m'aimerez ni ne l'oserez. Jamais je ne vous verrai venir vers moi en m'ouvrant les bras. Jamais. Notre saison a passé, et jamais plus nous ne tirerons au pistolet sur des livres que nous achèverons, ainsi d'imprimer comme on achève bien les chevaux. Plus jamais vous ne me soufflerez dans le cou une brise chargée de douceur, et je ne vous entendrai plus jamais dire mon prénom, et à chaque fois, il me semblait que c'était moi que vous appeliez, moi que quelqu'un appelait enfin. Votre main ne tiendra plus la mienne dans aucun taxi. Vous ne me jetterez plus votre coupe de champagne au visage,
et votre bouche n'aura plus ce pli de petite fille ou de pure sauvagerie qu'il prend parfois pour démentir votre armure. Non. Je ne vous verrai plus vous illuminer de ce sourire qui, je vous l'ai dit, sourit au-delà de celui à qui il s'adresse, et dans la compagnie duquel j'étais prêt à passer quelque chose qui ressemble à mon existence. Oui. Tout de suite, j'ai parié sur votre sourire, tant il me semblait qu'avec lui pouvait s'inventer une histoire qui serait la nôtre. Mais non, vous ne reviendrez plus jamais sur vos pas pour m'embrasser furtivement comme on ouvre soudain une cage. Vous n'ôterez plus vos chaussures pour courir pieds nus dans la rue, ni ne sucerez en cachette un tube de mayonnaise à la terrasse d'un café. Je ne connaîtrai pas tous vos excès, et Dieu sait. Et je n'aurai pas non plus la joie de vous voir vous tenir debout toute seule dans l'existence. Non. Vous ne jouerez plus pour moi seul du piano dans la nuit silencieuse du bar d'un grand hôtel soudain désert, tout en vous évertuant à rester concentré malgré mes caresses. Et que ne m'avez-vous laissé ce soir-là aller au point où vous auriez été incapable de continuer de jouer? Et vous ne vous moquerez plus jamais de moi non plus, par maladresse, par peur ou par goût, pour vous défendre. Non. Nous n'échangerons jamais plus d'idées, ni ne passerons des heures à marcher et à boire et à discuter ou à nous taire, visiblement différents des autres. Jamais plus vous ne me raconterez ce que sent cette fleur, ce plat, cette rue, cette pièce, vos cheveux, me restituant avec des mots tous ces parfums dont je suis privé, et cet effort de traduction ne ressuscitait pas seulement un sens que j'ai perdu, il vous faisait redécouvrir les odeurs, et c'était pour vous et moi un jeu joyeux. Jamais plus nous ne nous battrons pour de rire ou sérieusement, ni ne roulerons ensemble dans aucun lit, aucune vague, aucun océan. Jamais je ne vous verrai démaquillé, fatigué, terne après une journée de travail, de mauvaise humeur, cassante et agacée, défaite, vautrée dans un affreux jogging, indifférente, votre masque tombant comme tombe la pluie, ayant mal au ventre ou le nez morveux de grippe, et alors, ce serait toujours vous. Cela aurait toujours été vous. Je ne suis pas tout le temps brillant, moi non plus. Je sais mon âge et la barrière qu'il représente, le fossé qu'il creuse toujours davantage à chaque minute qui passe, et au moins me sera-t-il épargné de le vérifier dans vos yeux. Par-dessus tout, je ne lirai jamais votre fameuse thèse sur le contrat administratif légal dans la région du Sussex au XVIIIe siècle. Quel dommage. Et jamais je ne vous offrirai non plus de Porsche Boxster, mais ça c'était prévisible. Ni ne vous accompagnerai au cinéma voir le dernier film gore du moment. Et que dire de votre fameux pudding à la menthe que je ne goûterai jamais? Un vrai regret. Que dire encore avant d'en terminer une bonne fois pour toutes? Sinon que jamais vous ne m'emporterez vers je ne sais quelle destination pour un week-end de liberté, roulant à tombeau ouvert dans la nuit, moi vous racontant des histoires, moi massant votre nuque, moi glissant ma main. Et jamais nous ne vivrons ensemble cet ennui auquel nul couple n'échappe, ces creux du temps qui n'épargnent personne. Mais se sentir seul avec vous ne s'appelle plus la solitude. Jamais nous ne ferons le marché le dimanche matin, main dans la main, vous dans une robe à fleurs, nu dessous, moi en espadrille, choisissant des tomates et des concombres et des cerises, et tout ce Bataclan des clichés et des chromos dont on a bien raison de se moquer, tant qu'on ne les vit pas. Jamais je ne vous regarderai dormir comme une belle endormie, et nous ne ferons jamais l'amour sous la pluie, ou sous une porte cochère, ou les yeux bandés, ou intensément au soleil, ou cruellement comme vous auriez adoré, et moi donc, ou paresseusement l'après-midi, certains dimanches d'hiver bien au chaud, ou simplement, banalement, en nous caressant le matin au réveil, et le soir aussi, comme tout le monde. Non,
Jamais je ne vous verrai dans le plaisir. Jamais je ne vous entendrai dans le plaisir. Jamais je ne vous photographierai dans ce moment-là, comme j'en ai rêvé dès notre première rencontre, comme j'ai rêvé de tant de pornographie avec vous. Et avec vous, cela n'aurait jamais été de la pornographie. Je peux bien vous avouer tout cela maintenant que je ne crains plus vos réprobations. Et jamais nous ne dormirons enlacés comme s'il n'y avait que nous au monde. Jamais je ne vous dirai que me réveiller à vos côtés m'importe autant, sinon plus que de m'endormir avec vous le soir. Et jamais vous ne déposerez vos peurs entre mes mains pour que j'en fasse des confettis et que vous soit enfin restituée cette parole que vos refus et vos dénis emprisonnent. Jamais vous ne me ferez connaître l'horreur, l'angoisse, le venin d'être jaloux comme il m'est affreusement arrivé de l'être. Mais vous n'en avez rien su alors. Jamais plus vous ne vous évanouirez dans la rue en murmurant à mon oreille, en expirant, que vous m'aimez. Et que n'avez-vous ce soir-là tenu votre langue au lieu de prononcer ces mots fatidiques? Tout aurait été plus simple pour moi, tellement plus simple. Je m'en serais bien mieux sorti. Mais j'arrête là. Je sais que je ne vous guérirai pas, ni de vous, ni de moi, ni de la vie, ni de la mort, ni de rien. Je sais tout ce qui a eu lieu et tout ce qui n'aura pas lieu, tout ce qui aurait pu avoir lieu. Toutes ces choses de la vie quotidienne qui, entre une femme et un homme, apparaissent triviales et sordides et laides et angoissantes et vouées à l'échec, mais qui, du seul fait que c'était vous, m'ont paru tout à coup plausibles, dignes d'être vécues, enviables soudain, merveilleuses enfin. Jamais vous ne saurez combien j'étais prêt à vous aimer, combien je vous ai aimé, combien je t'aime, aime. Depuis l'immédiat de ton apparition, comme si j'avais deviné tout de suite, comme s'il n'y avait eu personne avant toi et que tu avais rendu possible ce que je croyais impossible. Passer, sans rien en perdre, du rêve que j'avais de quelqu'un comme toi à sa réalité vivante. Jamais je ne me serais lassé. Tu aurais été ma femme et ma courtisane et ma concubine et ma complice et mon amie et ma mort et tout, conjuguant à toi seul toutes les aspirations d'un homme. Bon, vous direz que ce sont là misérables niaiseries à l'eau de rose. Je suis moi-même prêt de le croire et de ricaner avec vous, de ricaner tellement, si vous saviez. Vous direz que mon émotion pour vous était suspecte, pathologique, bien trop immédiate, le contraire de l'amour, un pur délire de mon imagination, un fantasme, qu'il y avait erreur sur la personne, etc. Je sais vos méfiances. Je sais qu'on nous a convaincus dès le départ que le bonheur n'était pas pour nous, qu'il est déraisonnable et dangereux, qu'il ne faut succomber à la tentation que dans les magasins et qu'au bonheur, il faut préférer le soulagement d'y avoir renoncé. Je sais cela. Je sais la culture qui fonde nos êtres. Je sais que, dans ce monde, aimer passe pour une névrose, une folie, une faiblesse, un sale délire. Comme ce monde besogne contre nous et sabre à la racine nos élans les plus purs et nos émois les plus vitaux, sabre notre humanité en fait. Mais je sais, moi, qu'il ne s'agissait pas de cela. Ou alors, aimer n'est qu'une imposture, une aventure inerte et programmée, bonne pour les sites de rencontres avec liste sinistre de critères sinistres pour sinistre abonnement premium. Alors que nous ne pouvons rien formuler, ni critères, ni profil, avant que le miracle ne nous révèle justement de quelle étoffe il est tissé, et dont nous prenons connaissance seulement lorsqu'il se produit. Comment aurais-je pu vous préméditer? Vous qui êtes aux antipodes, sachant que vous avez incarné tout ce qui était latent en moi. Vous n'étiez pas prévu au programme, pas du tout. Je ne pouvais même pas vous soupçonner. En aucun cas passer commande de vous sur catalogue, comme si vous étiez une boîte de petits pois.
ceux de la princesse, vous voyez ce que je veux dire. Je peux même vous le dire, c'est assurément quelqu'un d'autre que vous que j'aurais choisi sur catalogue. J'aurais été bien tranquille, je me serais aimé moi-même à travers mes choix. Mais ce fut si beau que vous soyez justement venu d'ailleurs, si beau d'avoir été l'imprévisible même, et cependant la certitude même, l'insoupçonné en moi, si vous saviez. Ce fut un grand voyage. L'amour nous renvoie de nous une image infiniment plus belle que celle où nous croyons nous voir si beaux en notre miroir. Mais je ne cherche à vous convaincre de rien. C'est ainsi. Ce qui lutte entre nous n'était probablement pas destiné à être vécu dans la durée. Il me suffit pour ma part que cela eût lieu, aussi éphémère cela fut-il, aussi inabouti et à peine esquissé, et néanmoins éternel. Il fallait que je vous le dise, que je ne garde pas cela pour moi seul, que je vous dise aussi, malgré ce que j'ai prétendu, que je regrette, oui, je regrette aujourd'hui ce chemin qui n'aura conduit nulle part, cette chance avortée, cette rencontre abolie. J'aurais préféré m'épargner ce désastre tellement j'ignore ce que je vais maintenant devenir. Où aller? Qui regarder? À qui penser? Comment supporter votre absence? Comment renoncer? But that's my business, n'est-ce pas? Il paraît que le monde est vaste et vous m'avez assez répété, selon l'idée, si fausse et injuste, que vous faites de moi, que je n'aurais aucun mal à vous oublier et à m'éprendre d'une autre et fasse que vous ayez raison pour une fois. Infiniment vous allez me manquer. Vous m'avez fait voyager si loin, si profondément. Merci. Voilà ce que je voulais dire. C'est bête, je sais, et je me sens niais et stupide et lamentable de vous écrire si longuement. Je ne sais même pas si je crois à tout ce que je vous dis, quoique j'en ai à cet instant l'absolue certitude. Et sûrement cette lettre m'est-elle plus nécessaire qu'à vous. Qu'importe. Ne fallait-il pas que l'un de nous deux prenne au moins le risque de dire que tout ceci ne fut pas totalement vain, que quelque chose a bel et bien existé entre nous, que beaucoup ne vivent pas une seule fois au cours de leur existence. Et tant pis si je me trompe, tant pis si moi seul y ai cru, tant pis si moi seul cherche à nous rendre hommage. Voilà, j'en ai terminé. Un jour, que vous soyez marié ou non, mais vous le serez, je n'en doute pas, vous le serez grâce à moi, car je suis le sacrifice que vous allez déposer sur l'autel de votre mariage, pour lui donner une valeur que, sans ma petite crucifixion, il n'aurait pas, puisque votre fiancé à lui seul ne suffit pas à vous en convaincre. Osez prétendre le contraire. Quand je pense à ce qu'il a osé vous dire, comment pouvez-vous encore? Mais je ne veux rien salir. On vous a commandé une crucifixion, et crucifixion il y a effectivement. Trop de choses m'échappent finalement. Trop de choses démoralisantes. Ce que j'espère, c'est que dans très longtemps, d'ici 20 ou 30 ans, une fois que tout ceci sera infiniment derrière nous, que vous soyez dans les Cornouailles ou en Suisse ou n'importe où ailleurs, si vous n'avez pas jeté cette lettre, on peut rêver. Peut-être tomberez-vous dessus et la lirez-vous, en vous demandant ce qu'elle contient. Et peut-être aurez-vous alors une pensée au souvenir d'un amour qui fut si chichement le nôtre, et peut-être me sourirez-vous, par-delà toutes les raisons qui ont eu raison de nous, et sur vos lèvres s'esquissera une émotion me dédiant, enfin, cette tendresse que j'ai tant espéré de vous. Pour ma part, il me reste le meilleur de moi-même que vous m'avez révélé, mais dont je crains qu'il ne disparaisse avec vous. Plus une fiche d'entrée de l'Hôtel-Dieu, un briquet bic de couleur violette,
une constellation de petits trous dans le mur de mon salon que je ne compte pas reboucher de sitôt, la marque de vos dents sur ma main, 2 flûtes de champagne, un cliché fou et flou, volé en passant, un soir que vous regardiez ailleurs, pardon. Rassurez-vous, je n'en ferai aucun usage. Je ne vous ai jamais trahi. De toute façon, on ne voit que votre bras. C'est tout. Comme disait l'autre, le temps de rêver est bien court. Je vous souhaite d'être heureuse et de vous aimer enfin. Que la vie continue. Grégoire. Je déposai cette lettre, à propos de laquelle je ne ferai aucun commentaire, strictement aucun, hors de question. Le lundi 29 novembre, en fin de matinée, dans le casier de M, l'enveloppe Kraft bien en évidence au-dessus des journaux que le service du courrier distribuait quotidiennement par l'entremise claudicante du 1% de salariés défavorisés. Puis je quittai mon poste sans un mot, sans prévenir, et passai l'après-midi à marcher au hasard des rues, à marcher dans un état étrangement apaisé, étrangement vide et mécanique, à marcher autant que je le pouvais, comme si chaque pas m'éloignait un peu plus de M, en même temps qu'il me ramenait vers un monde où l'espérance de vie gagne chaque année en moyenne 3 mois. À marcher pour me convaincre que la vie continuait, même si c'était désormais au hasard et sans but. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais repris mon existence en main, du moins ce qu'il en restait une fois ôté M et tout ce qui se rapportait à elle. Mais telle était justement la raison pour laquelle j'avais décidé de rompre. Comme on brise un enchantement devenu un maléfice. Comme un esclave s'affranchit de sa servitude. Et je pouvais être fier de moi, fier d'être parvenu à m'enfoncer un pieu dans le cœur pour faire taire ses gémissements. Je n'étais définitivement pas fou si j'étais capable d'enrayer une arme dont je pouvais sentir le canon sur ma tempe, et M comme un thriller haletant qui avait assez duré. Un psychodrame à l'eau de rose, un vaudeville, une farce bien bourgeoise. Un foutu mélo en technicolore, comme il s'en produit tout le temps entre les individus dès que les sentiments s'en mêlent, comme il s'en ébruite partout. Aussi grandiloquent et insipide qu'était le mien, un méli-mélo qui allait devenir une infecte parodie se prenant à son propre jeu, jusqu'à tourner aux sordides faits divers, ou à la folie pure et simple si je n'y mettais pas un terme, si je ne rompais pas avec M, aussi vrai que je me fiche à présent d'avoir une vie à moi, aussi vrai que j'allais remettre d'équerre le cadre au mur, aussi vrai. Pourquoi n'arrivais-je plus à respirer ?